Deux dames sont en pleine discussion, l'une dit à l'autre, « Tu sais, comme nous le suspections, le spermogramme de mon mari n'est pas bon. Il est étiqueté OATS, oligo-asténo-tératospermie, c'est-à-dire spermatozoïdes peu nombreux, pas tous normaux, et en plus pas très mobiles. Autrement dit, c'est pas du tout bon, la totale quoi. » Bonjour à tous, bienvenue à Carrefour, votre magazine santé. Ravi de vous retrouver ce soir pour vous parler, vous l'avez sans doute deviné, de l'infertilité masculine. Il y a quelques décennies, la plupart des problèmes d'infertilité étaient considérés comme étant dus à la femme. Pour des raisons culturelles, l'infertilité masculine est parfois taboue. Elle est très mal admise socialement et ce sont donc les femmes qui, malheureusement, trinquent. Et oui, les femmes. Elles consultent, prennent toutes sortes de tisanes au détriment parfois de leur propre santé, subissent les pressions de la belle famille, surtout celle de la belle-mère. Ah, la belle-mère! Aujourd'hui, le balancier s'inverse. On aurait tort désormais de stigmatiser systématiquement la femme. On considère qu'une hypofécondité masculine est présente dans environ la moitié des couples infertiles. Sur ce plateau, nous avons le professeur Prosper Alain Bouya. Il est maître de conférences agrégé de chirurgie urologique, chef de service urologie, andrologie au CHU de Brazzaville. C'est notre invité. Professeur, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous un peu ce que c'est que l'urologie, l'andrologie, parce que les gens, des fois, les téléspectateurs ne comprennent pas toujours. Hein. Merci beaucoup de me donner l'occasion d'expliquer cette spécialité qui est divisée en deux. Tout dernièrement, j'ai parlé d'un thème de l'urologie. L'urologie, c'est l'ensemble des maladies de l'appareil urinaire chez l'homme et chez la femme. Et alors que l'andrologie, c'est uniquement les maladies liées au sexe masculin. Et dans l'andrologie, vous aurez par exemple deux grands thèmes de l'andrologie qui sont l'infertilité masculine et la dysfonction érectile. Voilà, c'est tout ce qui est lié au dysfonctionnement de l'appareil génital de l'homme. Professeur, donnez-nous la réelle définition de l'infertilité masculine. C'est quoi l'infertilité masculine? Bon, on parle d'infertilité masculine devant l'incapacité d'obtenir une grossesse pour un couple. Ceci après 12 mois de vie commune avec des rapports sexuels normaux, c'est-à-dire sans contraception. Et puisqu'il s'agit d'une infertilité masculine, ça veut dire que la cause qui est responsable de l'infertilité est retrouvée chez l'homme. Voilà la définition d'infertilité masculine. Ça veut dire que l'homme est aussi responsable de l'infertilité du couple. Voilà. Et maintenant, quelle est la différence entre l'infertilité et la stérilité? Parce que des fois, on n'arrive pas à faire le distinguo entre les deux mots. C'est vrai que dans beaucoup de bouquins, vous trouverez soit infertilité, soit stérilité, mais on préfère réserver le terme stérilité à des causes pour lesquelles il n'y a plus de chance de succès dans le traitement. Alors que l'infertilité laisse encore une possibilité de succès de traitement en vue d'avoir un enfant. Stérilité, c'est comme si la messe est dite, il n'y a plus rien à gagner. Voilà la différence. Maintenant, quelle est la place de l'infertilité masculine dans l'andrologie? L'infertilité masculine est un des chapitres les plus importants en andrologie. Je veux surtout revenir aux statistiques. Vous savez que l'infertilité masculine est un sujet souvent considéré comme tabou dans notre tradition. Absolument. On a souvent pensé que la stérilité ou l'infertilité n'était réservée qu'à la femme. Mais
Dans les statistiques, on sait que les causes de la stérilité du couple sont essentiellement masculines dans 20%. Essentiellement masculines dans 20%. Ça veut dire que l'homme tout seul est responsable de 20% des stérilités. Et ensuite, il y a une participation mixte dans 40% des cas. Dans 40% des cas, l'infertilité est liée et à l'homme et à la femme. Si on fait les comptes, on se retrouve à 60% de participation tout au moins partielle de l'homme à l'infertilité masculine. Ça veut dire que c'est une pathologie qui malheureusement est très fréquente dans le couple et l'homme a une grande part de responsabilité, autant que la femme. On accuse souvent la femme. Hein? On accuse souvent la femme, mais souvent, parce que c'est la femme qui porte la grossesse, c'est la femme qui accouche. Oui. C'est la raison pour laquelle on dit souvent que c'est la femme. Et nous, malheureusement, on se rend compte que dans le couple, la personne qui va en premier voir le médecin pour consulter, c'est souvent la femme. C'est la femme qui va avant et va vers le gynécologue. Et l'homme, souvent, n'est pas inquiété. C'est le gynécologue qui demandera un bilan, dans le cas d'un bilan d'infertilité du couple, il demandera à l'homme de venir pour faire aussi son bilan. Il faut que l'on sache que l'homme a aussi la responsabilité dans les mêmes proportions que la femme. Je sais que pour la femme, c'est très complexe, c'est quand même assez compliqué. Mais pour l'homme, généralement, ça se passe comment? Quand on parle d'examen, de bilan, par rapport à l'homme, ça se passe comment? Ce n'est pas que ça soit plus complexe chez la femme. Chez l'homme aussi, c'est complexe. Ah bon. Mais les bilans pour l'homme, il y a 2 examens importants pour se rendre compte qu'il s'agit d'une infertilité dont l'homme est responsable. Le premier examen incontournable, c'est le spermogramme. Cet examen, c'est un examen qui permet d'analyser les différents paramètres du sperme. C'est un examen qui permet de voir la qualité du sperme, d'abord le volume, le nombre de spermatozoïdes, la mobilité des spermatozoïdes et tous ces éléments, la vitalité. Et s'il y a des formes anormales, tous ces éléments permettront de vous dire qu'un sperme est normal ou il est anormal. S'il est anormal, ça veut dire qu'en cas d'infertilité, l'homme aurait une part de responsabilité. Donc, pour dire que l'homme n'est pas responsable dans l'infertilité, il faut que son spermogramme soit normal. Ensuite, il y a un deuxième examen qu'on demande, qui est ce qu'on appelle le test post-coïtal. Le test post-coïtal, bon, c'est des termes un peu plus techniques. C'est un examen qu'on demande souvent après qu'il y ait eu un rapport sexuel pendant la période de fécondité chez la femme. Et ensuite, on examine la glaire de la femme pour voir le comportement des spermatozoïdes dans cette glaire. Parce que si les spermatozoïdes ne sont pas en grande quantité dans cette glaire, si les spermatozoïdes ne sont pas très mobiles, ils ne peuvent pas aller plus loin pour aller féconder l'ovule. Parce que sur le plan physiologique, il faut tenir compte de tous ces éléments. Le spermatozoïde fait un véritable parcours de combattant. Je vous montrerai sur les schémas anatomiques d'où il part pour aller féconder l'ovule. Quelles sont les causes de l'infertilité masculine? Avant de parler des causes, j'aimerais quand même faire un bref rappel anatomique pour qu'on comprenne certaines causes. Nous avons sur ce schéma de l'appareil génital de l'homme, en bas ici, la bourse, c'est l'enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a le testicule. Le testicule, c'est l'organe qui produit les spermatozoïdes. Et les spermatozoïdes partent d'ici, du testicule. Après, ils vont remonter
ils atteignent le deuxième élément, c'est le deuxième élément anatomique qu'on appelle l'épididyme. À partir de l'épididyme, ils descendent, ils arrivent à la queue de l'épididyme où ils acquièrent leur capacitation, c'est-à-dire en gros le pouvoir un peu d'aller féconder. Et ces spermatozoïdes remontent le canal déférent, ils remontent dans le cordon spermatique, on passe dans le canal inguinal et remontent en avant du pubis et font tous ces tours jusqu'à aller passer latéralement par rapport à la vessie et passer en arrière de la vessie. Vous voyez tout ce parcours. Jusqu'en arrière de la vessie, ils arrivent ici au niveau des ampoules différentielles et là, ils croisent un autre canal qui vient d'une poche. Vous voyez, cette poche en arrière s'appelle les vésicules séminales. Les vésicules séminales sont des poches dans lesquelles s'accumule le sperme entre les éjaculations. Ces poches vont donc se vidanger en envoyant le sperme à travers les canaux éjaculateurs qui font sortir le sperme au niveau de l'urètre prostatique, parce que nous avons ici la prostate, en haut la vessie. Vous voyez tout le parcours du spermatozoïde. Et ici, nous arrivons à l'urètre prostatique et le spermatozoïde doit descendre avec l'éjaculat jusqu'à la sortie au niveau du méa. Voilà tout ce parcours. Attention, il ne faut pas que l'éjaculat reparte dans la vessie. Ça va être une des causes d'infertilité. Ce schéma nous permet de comprendre que pendant tout le parcours, il peut y avoir des obstacles. Parce qu'il suffit qu'il y ait un obstacle pour que les spermatozoïdes ne passent pas. Et vous pouvez avoir un éjaculat qui est pauvre, qui n'a pas de spermatozoïdes. Et nous verrons les différentes étapes. Donc, pour commencer par les causes, étant donné que je viens de parler de l'anatomie, il y a des causes qui sont dues aux obstacles. Les obstacles au niveau des voies spermatiques. Ces obstacles peuvent être congénitaux, c'est-à-dire on naît avec ces obstacles. Ça peut être une absence des canaux déférents, ce qu'on appelle la génésie des déférents. Il y a d'autres obstacles congénitaux, mais il y a surtout des obstacles qui surviennent, ce qu'on appelle des obstacles acquis qui surviennent dans le temps. Notamment, parmi ces obstacles, nous avons toutes les conséquences liées aux infections. Les infections sexuellement transmissibles, les germes sont connus, c'est le gonocoque, et vous entendrez d'autres germes comme le chlamydia. Toutes ces infections peuvent entraîner une inflammation et obstruer le passage du sperme et des spermatozoïdes. Voilà, les premières causes, pour résumer, sont anatomiques, les obstacles. Et ensuite, il y a des causes liées aux hormones. Vous savez, nous les hommes, la différenciation, les signes que nous avons sont liés aux hormones mâles qu'on appelle les androgènes, la testostérone. Parce que les femmes aussi ont des hormones qui font qu'elles aient une morphologie de femme. Et ces causes endocriniennes partent déjà de l'étape de l'hypophyse, de l'hypothalamus. Ce sont les causes hautes, ça peut être des tumeurs. En dehors des causes liées aux hormones, nous avons d'autres causes qui peuvent être immunologiques. Ça veut dire que, curieusement, une femme peut fabriquer même des anticorps antispermatozoïdes de l'homme. Ou encore, un homme, dans son sperme, peut avoir des anticorps qui tuent ses propres spermatozoïdes. Ça, c'est dans les causes immunologiques. Et ensuite, il y a des causes génétiques. Des causes génétiques, il y a certaines anomalies génétiques. Vous faites le dosage du karyotype, les chromosomes sont anormaux. Il y a certaines anomalies génétiques qui sont à l'origine, par exemple, d'une stérilité définitive.
Il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Klinefelter. C'est trop compliqué, mais retenez seulement qu'il y a des causes génétiques. Et il y a d'autres causes basses liées aux organes génitaux externes, notamment au niveau du testicule. Toutes les infections testiculaires et toutes les causes liées à l'environnement testiculaire, parce que la production des spermatozoïdes se fait au niveau des testicules. Il y a une pathologie très fréquente qu'on appelle la varicocèle. La varicocèle, c'est les veines du cordon spermatique qui sont très très dilatées et qui réchauffent le testicule. Et je pourrais vous montrer une image tout à l'heure. Le réchauffement du testicule entraîne des anomalies du spermogramme. Vous voyez, contrairement à la femme qui a ses gonades à l'intérieur de l'abdomen, qui sont sous l'effet de la chaleur intra-abdominale, qui n'ont pas de perturbation, les testicules chez l'homme ont été presque laissés expressément en dehors de cette atmosphère abdominale, parce qu'avec un gradient de moins de 2 degrés centigrades, comme pour avoir un refroidissement. Donc, les testicules n'aiment pas la chaleur. Et cette anomalie est très fréquente, réchauffe les testicules et perturbe le spermogramme. Au niveau du testicule, vous pouvez avoir aussi des anomalies de type le testicule qui ne descend pas dans les bourses. Ça aussi, il faut examiner pour rechercher à l'examen physique. Il faut rechercher si les testicules sont en place. Il y a plusieurs causes. Avant de passer à d'autres causes, j'aimerais qu'on revienne à une image de la varicocèle. Moi, je voulais savoir, en fait, quand les testicules ne sont pas à leur place, c'est-à-dire que les testicules sont à l'intérieur, ils ne jouent pas leur rôle alors. Ils ne peuvent pas fabriquer le sperme. Quand les testicules sont dans la cavité abdominale ou au niveau de l'aine, ces testicules sont dans une atmosphère plus chaude que quand c'est dans les bourses. Automatiquement, il y a un risque de perturbation de la spermatogénèse. Je vous montre ici une image de ce qu'on appelle la varicocèle. Vous voyez, chez un patient qui a ce qu'on appelle la varicocèle, souvent en position debout, vous avez un testicule droit qui reste normal, le gauche est un peu plus long. Et vous verrez qu'il y a des veines très dilatées, ici on les voit, tortueuses, et ces veines très dilatées vont donc être à l'origine des perturbations de la spermatogénèse par le biais du réchauffement. Ça, c'est la varicocèle, une des causes les plus fréquentes de l'infertilité masculine. Les principales causes sont celles-là. C'est le bilan étiologique plus complet qui permettra de mettre en évidence les autres causes. Il faudra compléter par une échographie, il faudra compléter par les examens hormonaux, il y a même d'autres examens qui peuvent permettre de visualiser tout le schéma des canaux spermatiques que je venais de vous expliquer et montrer d'éventuels obstacles à l'origine de l'infertilité. Vous recevez couramment des cas de varicocèle dans vos services? Ah oui, la varicocèle, c'est une pathologie très très courante. Très très courante, je peux vous dire qu'au plan des statistiques, nous avons eu une étude, une des premières études d'un de nos jeunes étudiants en thèse sur varicocèle et infertilité, une étude qui s'était étendue sur 4 ans. Et là, nous avions 1449 patients. Sur les 1449 patients, 378 étaient venus consulter pour infertilité. Et sur les 318, 130 étaient porteurs de varicocèle.
ce qui représente environ 34% de la population infertile, et nous opérons régulièrement les varicocèles dans notre service. Le patient que je vous ai présenté a été effectivement pris en charge dans notre service. Vous verrez à côté qu'il y a une table d'opération. C'est un patient pour lequel j'ai voulu avoir les images avant de l'opérer. Vous avez des études statistiques sur l'infertilité masculine au niveau du service? Nous n'avons pas encore des grandes études épidémiologiques publiées, mais nous sommes en train de faire une grande étude pour avoir des bases sur l'épidémiologie de l'infertilité masculine. Ceci est important, d'autant plus important qu'en février de cette année, il y a eu un congrès international sur la fertilité dans ce pays, le congrès du GIRAF, le groupe international de recherche sur la fertilité qui s'était tenu au ministère des Affaires étrangères. Et là, nous avons pris la résolution de faire des études épidémiologiques dans nos différents pays africains. Et nous nous sommes lancés et on a commencé ces études. Je pense que d'ici quelques mois, une année, nous pourrons avoir une première étude épidémiologique. Et dites-moi un peu, professeur, à quel moment on parle d'infertilité chez l'homme? À quel moment? Il faut que le couple soit ensemble pendant 1 an. C'est vraiment la limite, c'est 1 an. Vous savez, les premières définitions parlaient de 24 mois et ensuite 18 mois, mais toutes ces définitions sont prises en accord avec l'OMS. Mais attention, il y a d'autres éléments qu'il faut absolument contrôler. C'est des critères importants pour que la définition soit valable. Pendant 1 an, il faut qu'il y ait des rapports sexuels normaux. Qu'est-ce que ça veut dire? 1, sans contraception. 2, il faut qu'il y ait des rapports sexuels pendant la période d'ovulation. Ça veut dire que les rapports sexuels doivent être plus ou moins réguliers, mais pas trop, la norme étant 3 par semaine, pour éviter de passer à côté de la période d'ovulation. Et il faut qu'il y ait un éjaculat normal. Il y a tous ces paramètres. Tout cela veut dire qu'au préalable, il faut qu'il y ait un fonctionnement normal. En gros, qu'il n'y ait pas de dysfonction érectile. Il faut qu'il y ait une érection normale avec une éjaculation intravaginale. Voilà. Est-ce qu'il y a des prédispositions héréditaires à l'infertilité masculine? Bon, prédisposition, je vous ai dit qu'il y avait quelques causes génétiques. Ces causes génétiques sont connues dès l'enfance. Les bilans peuvent être faits et à partir de la puberté et dans la suite, on peut savoir que sur le plan génétique, on peut être prédisposé à des anomalies. Et qu'est-ce qui expose à un risque d'infertilité ou de stérilité chez l'homme? La première des choses, je vous ai dit qu'il y avait, la première cause, c'était l'infection. Oui, alors, il faut éviter tout ce qui est infection sexuellement transmissible, parce que la moindre infection sexuellement transmissible, parfois même traitée par les antibiotiques, peut laisser une inflammation de telle sorte que les voies spermatiques ne soient pas perméables. Donc, la première des choses, c'est les infections sexuellement transmissibles. Et ensuite, il y a de plus en plus des problèmes environnementaux. Oui. Je vous ai parlé de l'effet de la chaleur. L'effet de la chaleur... Oui, mais quel type de chaleur? Attendez, je reviens à la chaleur sur les testicules. Cette chaleur sur les testicules altère la spermatogénèse. C'est ainsi que certaines professions sont un peu exposées. Il s'agit des boulangers, des cuisiniers,
qui doivent quand même faire attention. Et en plus, les métaux lourds sont des éléments environnementaux nocifs pour la spermatogénèse. En dehors de la chaleur, dans la chaleur, je peux même vous dire que certains chauffeurs, conducteurs peuvent être exposés quand ils doivent rester trop longtemps en conduite, les deux cuisses rapprochées. Éviter d'étouffer les testicules. C'est cela, c'est cela même. Et il y a eu des études montrant que certains conducteurs étaient exposés à l'infertilité parce qu'il y avait perturbation de la spermatogénèse à cause de la chaleur. En dehors de la chaleur. C'est valable pour nous aussi. Alors, au volant, il faudrait qu'on adopte une attitude plutôt... Bon, vous savez, si on va jusqu'à certaines études, on peut même vous déconseiller les slips au profit des caleçons pour ne pas trop comprimer. Ouais, voilà. Le deuxième facteur environnemental important, c'est les radiations. Vous verrez dans les cellules de radiologie, les hommes, même les femmes, portent des tabliers. S'ils portent les tabliers, les hommes, c'est pour surtout protéger les gonades, parce que les radiations peuvent altérer la spermatogénèse. Les pesticides que nous ingérons certainement dans tout ce qui est produits agricoles sont nocifs pour la spermatogénèse. Et ceci, les agriculteurs devraient effectivement faire attention aux pesticides. Parce que vous avez voulu comprendre quels sont les éventuels facteurs. Là, je suis en train de vous faire la liste de certains facteurs infectieux et environnementaux. Bon, maintenant, il y a au niveau de la chirurgie, certains chirurgiens aussi doivent faire attention quand ils opèrent dans cette sphère. Il faut éviter, il y a, même dans les cures d'hernie, attention, il peut y arriver une lésion du canal déférent ou une ligature. Il faut faire extrêmement attention. Voilà, j'en ai peut-être oublié, mais voilà quelques phénomènes importants qui peuvent influencer, tout en vous rappelant que l'âge aussi est un facteur. L'âge, en gros, la spermatogénèse est meilleure chez le sujet plus jeune que chez le sujet âgé. C'est que les enfants, il faut les faire tôt. Il faut les faire tôt. Mieux vaut les faire tôt quand on a la possibilité de le faire tôt. C'est mieux. Voilà. Avis aux hommes, alors. Avis aux hommes. Et en plus, il y a un autre facteur qui est souvent un élément important chez nous avant de prendre une décision opératoire en matière de prostate. Quand on opère la prostate chez un homme qui n'est pas trop vieux, qui n'est pas trop âgé, il faut toujours lui demander s'il a un désir de paternité. Et parce que quand on enlève la prostate, la loge étant ouverte, il y a un phénomène qu'on appelle l'éjaculation rétrograde. Je vous ai expliqué sur le schéma le cheminement de l'éjaculat. Quand on enlève la prostate à un patient, l'éjaculat arrive et retombe dans la vessie. Donc, vous pouvez avoir un orgasme, mais votre sperme ne va pas descendre sous pression pour aller dans les voies génitales. C'est une cause d'infertilité. C'est pour cela que chez la plupart des opérés de la prostate, près de 95% deviennent infertiles. Il faut faire extrêmement attention et souvent, pour ceux qui ont un désir de paternité, nous leur proposons des opérations à minima, telles qu'une incision cervico-prostatique qui est un geste endoscopique qui laisse la prostate encore en place. Je viens de recevoir un message de ma tante de Ouesso, là, qui est très active sur le net. Alors, elle demande la précision entre le terme sperme, spermatozoïde. C'est quoi le sperme? C'est quoi le spermatozoïde? Elle veut comprendre. Bon, le sperme, c'est tout simplement le liquide. Le liquide qui vient de la prostate, qui vient de la vésicule séminale. Ce liquide qui est éjaculé pendant l'orgasme de l'homme. Et il est blanc. Voilà, c'est ça, c'est ce liquide. Mais dans ce liquide,
il y a plusieurs composantes, dont les plus importantes sont les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont produits par le testicule et c'est des éléments qui vont servir à la fécondation. C'est des éléments en forme de tétard qui bougent et qui suivent le cheminement des voies spermatiques jusqu'à aller dans les voies génitales. Vous voyez, ça tombe dans la cavité vaginale et ils doivent continuer leur parcours du combattant, doivent aller dans le col utérin, traversent la cavité utérine et rentrent dans une des trompes jusqu'à aller, c'est vraiment des conquérants, jusqu'à aller dans la trompe. C'est au tiers externe de la trompe qu'ils vont rencontrer l'ovule, l'ovule qui est une gamète féminine qui à son tour vient dans l'autre sens et c'est là où les deux font la rencontre pour fusionner et nous donner les embryons. Voilà, le spermatozoïde, c'est la cellule spermatique de l'homme qui baigne donc dans un liquide qu'on appelle le sperme. D'accord. Et donc ça veut dire que s'il y a deux spermatozoïdes qui réussissent à s'infiltrer, ça fait des jumeaux. Vous avez tout compris. Non, c'est l'attente. Voilà, mais c'est cela. Quel est le traitement envisagé pour l'homme dans le cas de l'infertilité, professeur? Vous savez, en médecine, le traitement dépend souvent de la cause. Le traitement dépend de la cause. Quand vous avez déterminé la cause. Donc, nous commençons dans notre démarche à déterminer la cause. Et s'il s'agit d'une infection, on traite généralement, si c'est une infection récente, on traite avec les antibiotiques. S'il s'agit d'une cause immunologique, on donne aussi un traitement médical, on donne les corticoïdes. S'il s'agit d'une insuffisance des hormones mâles, on donne aussi un traitement à base d'hormones mâles, de testostérone. Mais attention, à ce propos, je vais quand même attirer l'attention de mes confrères. Certains confrères qui prescrivent systématiquement un androgène quand un patient arrive pour une infertilité. Je pense qu'il faut d'abord faire un minimum de bilan pour savoir que l'infertilité est due à une insuffisance d'hormones mâles pour prescrire l'hormone. Souvent, les gens prescrivent un produit comme le Proviran. Je vois mes confrères gynécologues, ils le prescrivent comme un peu systématiquement. Il faut commencer par un minimum de bilan, voir que le taux de testostérone est abaissé. Et ensuite, à un certain âge, à partir de 50 ans, avant de prescrire la testostérone, que ce soit injectable ou orale, il faut examiner et faire attention à la prostate. Parce que quand on prescrit les médicaments à base d'hormones mâles, souvent on peut faire flamber un cancer de la prostate. Donc on ne doit pas prescrire sans avoir fait un bilan prostatique des androgènes à un homme. Je me suis un peu attardé sur cela parce qu'on se rend compte souvent en pratique courante que c'est systématiquement prescrit. Là, je vous ai donné quelques éléments de traitement médicaux, mais je vous ai aussi, dès le début, donné des explications sur l'anatomie. S'il y a des causes obstructives, les causes obstructives au niveau des voies spermatiques, il faut faire un traitement chirurgical. S'il y a un obstacle au niveau de la queue d'édime, il faut court-circuiter, faire le branchement entre l'épididyme et le déférent, ce qu'on appelle souvent l'anastomose épididymodéférentielle. S'il y a des obstacles au niveau de la sortie des canaux éjaculateurs au niveau de la prostate, il faut réséquer cette prostate pour libérer les canaux. Il y a des interventions chirurgicales à faire là quand il y a une obstruction. Voilà sur le plan chirurgical
les obstructions. Mais aussi, quand il s'agit d'une varicocèle, on peut soit faire une intervention chirurgicale classique, en ligature les veines qui sont les veines spermatiques, pour que celles qui sont dans le scrotum diminuent et la chaleur aussi diminue. On peut faire ce traitement par chirurgie classique, mais actuellement en Europe, il y a des techniques mini-invasives, c'est-à-dire qui sont moins dangereuses, notamment la scléroembolisation. On injecte par la veine fémorale, on fait passer un cathéter et on injecte un produit sclérosant qui va donc scléroser toutes les veines, dilatées. Et c'est un geste qui se fait en ambulatoire dans les grands pays. Vous entrez le matin, le soir, vous ressortez. Ah, ici, au Congo, ici, nous ne faisons que la chirurgie classique. Sinon, voilà, les causes sont connues et que l'on peut faire un traitement à ce niveau. Malheureusement, parfois, le spermogramme vous donne un nombre de spermatozoïdes tellement bas que vous ne pouvez pas espérer avoir grand-chose avec ces traitements. Je vous rappelle que le nombre de spermatozoïdes normaux va de 15 millions à 200 millions par millilitre. Il y en a beaucoup, mais il y a à la fin du parcours un seul qui doit aller féconder l'ovule. Vous voyez? Le plus courageux. Voilà. Le plus vigoureux. Le plus vigoureux, peut-être. Si le taux de spermogramme est bas, et on n'a pas assez de chance avec les premières techniques qu'on vient de vous décrire. Actuellement, il y a les nouvelles techniques qu'on appelle les techniques de procréation médicalement assistée. Oui. Vous pratiquez ici au Congo? Nous ne les pratiquons pas encore parce que nous n'avons pas les équipements adaptés. Nous n'avons pas les équipements adaptés. C'est les nouvelles techniques qui font intervenir l'urologue, le gynécologue, le biologiste et qui permettent d'avoir des grossesses soit par la première technique simple qu'on appelle l'insémination artificielle. On dépose le sperme dans les voies génitales, un peu plus loin au niveau du col cervical pour avoir franchi. Là, on aura déjà franchi la première barrière dans le col, sinon dans la cavité utérine. Et le reste sera tout à fait naturel. Après, nous avons les techniques de fécondation in vitro. La fécondation in vitro, c'est à travers les éprouvettes, si vous voulez. Oui. On met les deux gamètes, c'est-à-dire les ovocytes et les spermatozoïdes ensemble. Et s'il y a un embryon, cet embryon est prélevé, sera mis dans la cavité utérine. Et après cette technique, il y a une autre plus pointue, c'est l'injection intracytoplasmique du spermatozoïde. On peut prélever un seul spermatozoïde avec une pipette qu'on injecte dans le cytoplasme de l'ovocyte et il se forme un embryon ou des embryons qui vont être mis dans les voies génitales de la femme. Voilà les nouvelles techniques qui peuvent actuellement résoudre les problèmes d'infertilité quand le nombre de spermatozoïdes est très réduit. Donc là, je vais mettre en fécondation avec le liquide folliculaire qui sera filtré. Dans le cas d'une FIV, ici, on utilise un liquide folliculaire qui a pour rôle d'accélérer les spermatozoïdes et de faciliter la fécondation. Puis, la technicienne dépose les spermatozoïdes concentrés dans les puits de fécondation contenant les ovocytes. Sur ces images de microscope, on voit la mise en contact entre l'ovocyte de grande taille et les spermatozoïdes très petits et mobiles.
Pour recréer les conditions naturelles de fécondation, les gamètes sont ensuite replacées à 37 degrés, dans l'obscurité totale, avec un degré d'humidité maximale sous une atmosphère enrichie à 50% de CO2. En moyenne, la fécondation survient dans les 6 heures. Alors, l'ICSI, insémination intracytoplasmique des spermatozoïdes. L'ICSI est utilisé lorsque le sperme est considéré comme incapable de pénétrer tout seul l'ovocyte, c'est-à-dire de traverser la membrane pellucide. Pour l'ICSI, les ovocytes nécessitent un traitement supplémentaire, la décoronisation qui dégage l'ovocyte des cellules de son tumulus. Donc on va effectuer maintenant la décoronisation des ovocytes qui ont été récupérés ce matin lors d'une ponction. Dans un premier temps, les ovocytes vont être passés dans un bain d'enzymes, une agitation douce pour décoller un maximum de cellules du cumulus. Donc une fois que les ovocytes sont passés dans le bain d'enzymes, au moyen d'une pipette de très petit diamètre, on va effectuer la décoronisation fine, c'est-à-dire enlever les dernières cellules du cumulus qui persistent collées à l'ovocyte. Une fois les ovocytes traités, l'ICSI peut commencer. Le microscope inversé que l'on utilise pour l'ICSI est un microscope inversé classique, équipé d'un système hydraulique qui permet une manipulation d'un côté des ovocytes, de l'autre côté des spermatozoïdes. Donc la manipulation va consister dans un premier temps, à l'aide de la micropipette d'injection, à aller immobiliser et aspirer les spermatozoïdes. Dans un second temps, on se placera dans les gouttes de culture qui contiennent les ovocytes et on fera pénétrer le spermatozoïde directement à l'intérieur de l'ovocyte. L'ICSI se réalise sous un microscope inversé qui permet des déplacements de l'ordre du micron. La première étape consiste à capturer le spermatozoïde en l'immobilisant, en lui cassant son flagelle. Puis, le spermatozoïde est aspiré dans la pipette d'injection. Le manipulateur se déplace alors dans les gouttes du milieu contenant l'ovocyte décoronisé. Il positionne l'ovocyte en orientant son globule polaire, visible ici en jaune clair. Il met le globule polaire soit à 6 heures, comme ici, soit à 12 heures, afin de ne pas blesser le matériel génétique maternel au moment de l'effraction de la pipette d'injection. Ce matériel se trouve en temps général en regard du globule polaire. L'ovocyte est maintenu par une légère aspiration. La fécondation se fait par introduction directe du spermatozoïde dans l'ovocyte en pénétrant avec la pipette d'injection, la zone pellucide puis la membrane cytoplasmique. L'ascension dans la pipette des débris cytoplasmiques signe le bon positionnement de la pipette d'injection. Enfin, en inversant la pression au sein de la pipette, le spermatozoïde est déposé délicatement. Les ovocytes fécondés par ICSI sont ensuite repositionnés dans des puits de culture et mis à l'étuve. Alors on ne fait pas que des ICSI parce que l'ICSI n'est pas un remède en soi à la stérilité. C'est une manipulation supplémentaire des ovocytes et tant qu'on peut laisser les ovocytes tranquilles avec une fécondation la plus naturelle possible, on laisse les spermatozoïdes faire leur travail. Chaque jour, à partir de la fécondation, la croissance des embryons est vérifiée sous microscope. Le lendemain de la ponction, la fécondation a eu lieu, on voit 2 noyaux, mais la cellule ne s'est pas encore divisée. C'est le stade pronucléi. 2 jours après la ponction, les embryons ont 4 cellules. Ici, un embryon a 4 cellules, ici, 3 embryons à 4 cellules. 3 jours après la ponction, les embryons ont 8 cellules. Alors on est très impatients. J'ai pas téléphoné, j'ai téléphoné quand on m'a demandé de le faire, donc j'ai réussi à tenir. LaboFIV, bonjour. On a obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 embryons sur les 22 ovocytes, donc c'est bien. La réimplantation des embryons pourra avoir lieu entre le 2e et le 6e jour qui suit la ponction. Dans ce centre, on transfère 3 jours après la ponction. Le replacement ou le transfert des embryons se passe alors au laboratoire même, donc plus dans une salle opératoire. Bien entendu, les précautions d'asepsie sont toujours prises, mais la patiente n'est pas anesthésiée. Le conjoint assiste, s'il en a envie, au replacement d'embryons. Et donc la patiente est placée en position gynécologique. Le laboratoire monte, c'est-à-dire aspire les embryons dans un petit cathéter conçu pour le replacement.
Alors le biologiste va arriver avec un petit cathéter qui contient un embryon. L'embryon est contenu dans cette toute petite goutte de liquide. On va introduire le cathéter qui va suivre tout seul, parce qu'il est souple, la coudure de l'utérus. Lorsque nous sommes à peu près à 5 mm du fond, on va pousser doucement sur l'aiguille et l'embryon va se déposer au fond de l'utérus. Ensuite, on attend une trentaine de secondes pour ne pas créer de vide et pour ne pas aspirer l'embryon en retour. Et on enlève le cathéter. Ça va? Ça va, tout va bien. Alors, comme d'habitude, on replace 2 embryons. Ils sont tous les 2 corrects. Vous savez qu'on est à J3, c'est-à-dire 3e jour après la ponction. Et alors, ils se sont divisés. Ils ont 7 et 5 cellules. Je rends le cathéter à Audrey. Elle va vérifier que les embryons ne soient pas restés coincés dedans. On fera vos ordonnances, on va vous donner quelques petites hormones. Et puis le test de grossesse que vous devrez faire dans 15 jours. Qu'il y ait des règles ou pas, vous le faites.